Aujourd'hui, c'est très difficile de choisir ses composants avec la tonne de processeurs, de cartes graphiques et autres composants qui existent. Du coup, on peut rapidement faire des erreurs qui nous coûteront cher. Mais si on connaît les bonnes méthodes, on peut économiser pas mal de temps et d'argent. Aujourd'hui, après avoir monté plusieurs PC en utilisant ces méthodes, j'ai choisi de vous les partager. Et pour ça, j'ai fait un plan en plusieurs étapes pour choisir correctement les composants de son PC. Déjà, la première chose à faire, c'est choisir son budget, mais aussi son usage. En gros, à quoi il va servir, à jouer, à travailler, à faire du montage vidéo. En fait, c'est ça qui va nous guider tout au long de la vidéo pour choisir chacun de nos composants. Pour du gaming, ça va commencer à 800 € parce que tu doutes bien qu'il y a 300 €, ça va être difficile. Pour le montage vidéo et la modélisation 3D, à partir de 1000 €, c'est confortable. Mais par contre, je vous ai pas mis de limite parce qu'on peut toujours acheter des composants plus performants et ça sera toujours utile. Par contre, pour la bureautique ou la programmation, là, c'est différent parce que ça va commencer à 300 € et à partir de 800 €, c'est pas utile. La deuxième étape va être de savoir quel pourcentage de notre budget on va mettre dans chacun de nos composants. Et en vrai, il n'y a pas de règle générale, mais je peux vous donner un ordre d'idée en fonction du cas dans lequel vous êtes. Par exemple, pour le gaming, il faut mettre plus d'argent dans sa carte graphique que dans son processeur parce que la carte graphique est plus exploitée que le processeur. Et du coup, je te recommande de mettre entre 30 à 40% de ton budget dans ta carte graphique, entre 15 et 20% de ton budget dans ton processeur, 10 à 15% dans ta carte mère et tout le reste de ton budget, tu le mets dans ta RAM, ton stockage, ton refroidissement, ton boîtier et ton alimentation. Pour la modélisation 3D, il faut une configuration très puissante mais équilibrée parce que le processeur et la carte graphique sont très utilisés. Du coup, ce que je te propose, c'est de mettre 25% de ton budget dans ton processeur et tu fais pareil pour ta carte graphique, 15% dans ta RAM mais aussi ta carte mère et le reste du budget, tu le répartis dans ton alimentation, ton refroidissement, ton boîtier et ton stockage. Pour le montage vidéo, il faut savoir que c'est le processeur qui est le plus utilisé par Premiere Pro et After Effects, même si la carte graphique reste utile. Donc je te recommande de répartir ton budget comme pour le gaming, sauf que tu mets 30 à 40% de ton budget dans ton processeur et 15 à 20% de ton budget dans ta carte graphique. Si vous faites de la programmation ou de la bureautique, donc en gros des tâches pas très lourdes, il faut certes chercher un processeur performant, mais surtout efficient, qui consomme le moins possible tout en étant performant. Donc pour vous donner un ordre d'idée, il faudrait mettre 30% de son budget dans le processeur, 20% à la fois dans la carte mère et dans la RAM, 15% dans son stockage, et vous répartissez le budget qui vous reste dans les autres composants. Maintenant qu'on a vu dans quels composants il faut mettre plus ou moins d'argent, il faut savoir quels composants en particulier pour pas se retrouver avec un PC trop ou pas assez performant. Et ça, c'est la troisième étape. Pour le processeur, nous, ce qui nous intéresse, c'est la puissance. Parce que plus il est puissant, plus on aura de FPS en jeu, plus on aura des temps de rendu rapides. Mais ça, je pense que vous l'avez compris. Et comme vous vous en doutez, on va pas mettre les mêmes types de processeurs pour des usages différents. Pour le gaming, on va vouloir prendre des processeurs avec pas mal de cœur, mais pas trop, parce que sinon, ça sert à rien. Donc en gros, on va prendre des i5, les Ryzen 5 ou même les Ultra 5. Et je ne recommande surtout pas de prendre les i7, les Ryzen 7 ou même les Ultra 7, à part si vous faites du streaming, parce que dans ce cas-là, il vous faut plus de cœur. Par contre, pour le montage vidéo et la modélisation 3D, là, on va plus se pencher du côté des i7, Ryzen 7 ou même des Ultra 7. Et si vous voulez vraiment quelque chose qui tient dans le temps ou juste vous êtes un professionnel, là, je vous recommande les i9, Ryzen 9 ou même les Ultra 9, mais par contre, ça vous coûtera beaucoup plus cher parce que c'est du haut de gamme. Enfin, pour la bureautique ou pour coder, je vous propose les i3, les Ryzen 3, voire les i5 et les Ryzen 5 si vous voulez vraiment être large, mais pas au-dessus. Du coup, ce que vous devez faire concrètement, c'est rechercher un processeur que je vous ai conseillé et qui a la génération la plus haute, parce que la génération est corrélée à la puissance. Et pour rappel, la génération est située juste ici dans le nom d'un processeur. Et bien sûr, il faut que le processeur rentre dans votre budget. Pour t'illustrer ça, imaginons que tu fais du gaming. Alors tu vas vouloir acheter un i5, tu vas regarder le i5 de 14e gène, mais si tu vois que son prix est trop élevé et que le processeur rentre pas dans ton budget, alors tu vas passer à la 13e gène, puis à la 12e et ainsi de suite jusqu'à trouver le bon processeur. Après, il faut aussi savoir qu'il existe plusieurs processeurs dans une même génération. Donc des fois, il se peut que tu te balades sur Amazon et que tu trouves plusieurs i5 13e gène. Et comme ça prendrait trop de temps de tout vous expliquer et que j'en ai déjà fait une vidéo, je t'invite à aller la regarder et en passant, n'hésite pas à t'abonner. Pour la carte graphique, c'est à peu près pareil. Donc je vais vous dire comment savoir si une carte graphique est puissante ou pas. Pour les cartes graphiques Nvidia, on juge leur performance à deux facteurs. 1, leur génération. 2, le chiffre qui vient juste après. Un peu comme i5 ou Ryzen 9 chez les processeurs. La génération, elle est juste ici. Donc soit on dit 40 ou 4000. Et c'est pour ça que des fois, vous entendez 4060 ou 4060. En fait, c'est la même chose. Mais du coup, il y a les générations 1000, 2000, 3000, 4000 et même les 5000 qui vont sortir en février. Après, il y en avait d'autres, mais elles sont beaucoup trop vieilles. Ensuite, il y a le chiffre qui suit les générations. Il est de 10 en 10 et il est compris entre 50 et 90. Et plus il est élevé, plus la carte graphique est performante. Mais par contre, il faut comprendre un truc. La RTX 3090 est plus performante que la RTX 4050. En fait, ça ne se suit pas. Et pour vous donner un ordre d'idée, je vous ai fait ce tableau. Mais bien sûr, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Et j'insiste vraiment sur ça parce qu'à chaque génération, les performances varient différemment, mais de façon générale, il est correct. Et pour AMD, c'est la même chose, sauf que je vous conseille les
RX 6000 et 7000 qui correspondent aux RTX 3000 et RTX 4000. Enfin, elles n'ont pas exactement les mêmes performances, mais en tout cas elles étaient concurrentes. Et comme chez Nvidia, il y a un chiffre après leur génération compris entre 500 et 900 qui représente leur performance. Maintenant, si vous ne savez pas quelle carte graphique acheter entre celles d'AMD et d'Nvidia, il faut savoir que celles d'AMD sont souvent moins chères, mais par contre leurs technologies sont souvent moins performantes. Par exemple, il y a le DLSS, une technologie développée par Nvidia qui permet d'augmenter ses FPS en jeu grâce à l'IA. Et ben il faut savoir que chez AMD ça s'appelle le FSR, mais par contre ça n'utilise pas l'IA et c'est souvent moins performant. Ensuite, il faut savoir que pour le streaming, les cartes graphiques Nvidia sont mieux optimisées avec leur encodeur NVENC. Donc pour le gaming, je vous conseille n'importe quelle carte graphique sauf les séries 50 chez Nvidia et les séries 500 chez AMD qui ne sont pas faites pour ça. Et comme vous le savez peut-être déjà, plus votre carte graphique sera haute en gamme, plus elle sera puissante et plus vous pourrez jouer à des jeux en qualité élevée, donc en 1080p, en 2K, voire en 4K. Pour le montage vidéo et la modélisation 3D, vous devez savoir que les cartes graphiques Nvidia sont mieux équipées avec leurs coups d'accord qui permettent des temps de rendu plus courts. Donc perso, je vous recommande que des cartes graphiques Nvidia à partir de la 3060. Pour la bureautique ou la programmation, si vous voulez prendre une carte graphique, je vous conseille soit les séries 50 chez Nvidia ou soit les séries 500 chez AMD qui sont faites pour ce genre de tâches. Après avoir choisi vos deux composants principaux, il va falloir choisir les autres composants et pour ça il va falloir intégrer une nouvelle notion, la compatibilité. Bah oui, parce que si vous prenez des composants pas compatibles entre eux, ça risque de coincer. On va commencer par la carte mère, mais je vais pas vous dire quelle carte mère acheter précisément parce que j'en ai déjà fait une vidéo et que ça serait beaucoup trop long de tout vous expliquer. Par contre, je peux vous éviter une erreur que j'ai moi-même fait dans le passé. Je me souviens encore, j'arrive, j'ai acheté ma meilleure carte mère, je la déballe, j'avais pris un boîtier un peu lambda sur Amazon et au moment de la mettre dans le boîtier, je me dis ah merde, ça passe pas. Si vous prenez pas en note le format de votre carte mère et que vous achetez un boîtier aléatoirement sur Amazon, c'est sûr à 100% vous allez vous tromper. Perso, j'ai réussi à leur envoyer, donc en vrai ça va. Mais bref, si vous ne savez pas quels sont les formats de carte mère, il y a le ATX, le micro ATX et le mini ATX. En vrai, il y en a un peu plus, mais c'est les plus communs. Du coup, ce que je te conseille, c'est de prendre en note le format de ta carte mère et ça te servira quand tu voudras acheter ton boîtier. Comme ça, tu sauras quel boîtier rechercher. Mais ça, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, on va s'intéresser aux barrettes de RAM. Et tant que tu y es avec ta carte mère, tu vas noter le nombre de slots de RAM qu'elle possède. Aujourd'hui, si je dois vous conseiller de la RAM, c'est soit de la DDR4 ou soit de la DDR5. Et si vous ne savez pas laquelle choisir entre les deux, bah c'est toujours le même débat. La DDR5 coûte toujours plus cher. Donc si vous avez un budget presque illimité et que vous voulez pas être bridé, prenez de la DDR5. Et je crois que ça commence à partir de la 12e génération chez les processeurs Intel et à partir des Ryzen série 7000. Maintenant, au niveau du nombre de gigas à prendre pour le gaming, le montage vidéo et la modélisation 3D, c'est à peu près la même chose. Si vous êtes sur une grosse application comme Premiere Pro, After Effects ou même un jeu vidéo, 16 Go ça sera large. Par contre, si vous êtes un professionnel ou que vous avez besoin d'avoir deux grosses applications ouvertes comme deux jeux vidéo ou Premiere Pro et After Effects, alors je vous conseille de prendre 32 Go de RAM. Et pour la bureautique, je pense que 16 Go pourrait être un bon investissement, surtout si vous voulez tenir pendant plusieurs années. Mais attention, avant d'acheter de la RAM, il faut savoir qu'il vaut mieux deux barrettes de RAM qu'une seule pour un total équivalent. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le Dual Channel, une technologie qui permet à la RAM de fonctionner en paire et donc de doubler sa fréquence entre les barrettes de RAM et le processeur. En gros, c'est plus performant et ça ne coûte absolument rien. Pour le stockage, aujourd'hui, on a pas mal de chance parce que celui qui est le plus performant et qui n'est pas très coûteux, c'est le SSD M2. En plus de ça, contrairement au HDD et au SSD, vous pouvez directement le brancher à votre carte mère sans aucun câble. Après, pour le nombre de gigas, c'est assez personnel parce que si vous voulez jouer à beaucoup de jeux en même temps ou si vous voulez stocker beaucoup de fichiers, ben vous allez prendre beaucoup de stockage. Mais si vous ne savez pas quoi acheter, ce que je vous conseille de prendre, c'est 500 Go ou 1 Tera et par la suite, vous prendrez plus ou moins de stockage. Maintenant, il faut passer au refroidissement. Et avant que je vous conseille quelque chose, il faut comprendre que le TDP d'un processeur, c'est la quantité maximale de chaleur qu'il peut générer en watts et que le système de refroidissement doit dissiper pour éviter une surchauffe qui pourrait l'endommager. Du coup, on va choisir notre système de refroidissement en fonction du TDP de notre processeur qu'on peut trouver dans ses caractéristiques. Si vous avez un processeur avec un TDP entre 35 et 65 watts, alors vous pouvez prendre un ventirad bas de gamme ou le ventirad directement fourni avec le processeur. Jusqu'à 125 watts, un ventirad milieu de gamme est adapté. Pour les processeurs avec un TDP entre 125 et 200 watts, il est conseillé d'avoir un ventirad haut de gamme ou un water cooling. Et pour des processeurs qui ont un TDP de plus de 200 watts, il faut absolument un water cooling. Ensuite vient l'alimentation. Et pour ça, je vous conseille d'aller sur internet et de taper PSU Calculator. Perso, j'aime bien celui de Cooler Master. Et donc, après avoir rentré le nom de vos composants, vous allez voir le nombre de watts que vous pouvez consommer au maximum.
Enfin, ça dépend des sites, mais celui de Cooler Master, c'est ça. Maintenant, imaginons que vous consommez 400 watts au maximum. Alors, il ne faut pas prendre une alimentation 400 watts car elle ne tiendra jamais le coup. Et une alimentation a un rendement optimal entre 50 et 70% de son utilisation maximale. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux prendre une alimentation 500 voire 550 watts. Enfin, pour le boîtier, il faut qu'il soit assez grand pour accepter votre carte mère. Et souvent, c'est écrit dans ses caractéristiques. Mais il faut aussi vérifier sa largeur pour que la carte graphique et le ventirad puissent rentrer. Mais si tu veux en apprendre plus sur l'informatique, tu peux faire un premier pas en t'abonnant à cette chaîne. En plus de ça, je rush les 5K avant les vacances de février, sauf que les vacances de février c'est dans quelques semaines, donc je suis dans la merde. N'hésite pas à regarder mes anciennes vidéos, c'était Joshua, à la prochaine.